C'est notre invité. Il va arriver dans un instant, c'est Vincent Engel. Alors peut-être que vous le connaissez, c'est un auteur belge de romans, de pièces de théâtre, d'essais, de nouvelles aussi. Chroniqueur sur La Première, entre autres, critique littéraire, professeur de littérature. Bref, beaucoup de casquettes pour ce garçon qui a deux passions dans la vie, l'Italie et la musique. Et parfois, ces deux passions se conjuguent en un seul livre. Vincent Engel, je ne sais pas si vous saviez que Almaviva, c'est le nom d'un cru chilien. Non, je ne savais pas, non. Ce livre ne parle pas du Chili. Non, absolument pas. Pas du tout. Non. Ce livre parle de Don Antonio. Oui, Don Antonio, c'est un jeune musicien. Un prêtre. Il est plus très jeune au moment où démarre ce bouquin. Il a 60 ans passés. Ouais. Il vit à Venise, il est prêtre roux. Ouais. Alors, dès qu'on dit Venise, prêtre roux, musicien, on se dit, ok, Antonio Vivaldi. C'est donc l'histoire de la fin de vie de Vivaldi. C'est vraiment le moment du déclin. Il est convoqué d'ailleurs, parce qu'au début de ce livre, on considère que les émoluments qu'il reçoit sont amplement suffisants, voire peut-être qu'il faudrait les réduire un petit peu. Et lui, il voudrait au contraire qu'on lui donne plus d'argent pour soi-disant se soigner. Et là démarre ce livre qui est vraiment celui des derniers moments de vie de Vivaldi à Venise, puis dans son exil à Vienne, puisque chacun sait qu'il est réellement mort à Vienne. Oui. Voilà pour le pitch, comme on dit. Parfaitement résumé. Alors ce livre, ce n'est pas, loin de là, le premier livre de Vincent Engel que vous lisez, Marc. Non, pas du tout. J'ai commencé il y a un an ou deux à faire la connaissance de Vincent via Retour à Monte Chiaro, que j'ai vraiment apprécié. Bon, là, c'est pas de la flatterie. J'ai vraiment été scotché. Ça a été une grosse claque, une des plus grosses des quelques dernières années. Et puis, j'ai enchaîné quelques autres livres qui m'ont pas autant marqué que Monte Chiaro, ça c'est clair, mais que j'ai apprécié aussi. Et puis, j'en suis venu à Almaviva. Almaviva, de prime abord, le thème, la musique, je suis pas musicologue averti, donc c'était pas nécessairement très porteur. Vivaldi, je connais les 4 saisons. Et puis on se laisse porter parce que le style est le même, on retrouve votre plume, c'est agréable, c'est fluide à lire. Le seul petit regret que j'ai eu à la fin, c'est finalement que ce soit pas un livre un peu plus épais, soit pour creuser un peu plus la vie de Vivaldi, soit pour vraiment romancer plus et se laisser porter par l'histoire. Donc j'aurais voulu pouvoir faire encore un peu plus connaissance avec les personnages, avec toute l'époque, mais ça mis à part, je me suis laissé porter de la première à la dernière page. Oui, Vivaldi est un personnage fascinant, d'abord parce qu'effectivement on sait très peu de choses de lui. La documentation, c'est quelques pages, on a quelques notes, on a 3 lettres manuscrites de sa part. C'est vraiment très... Donc pour un romancier, c'est génial parce que du coup on peut inventer beaucoup et la principale documentation que j'ai eue, c'est à travers sa musique. C'est la musique de Vivaldi qui m'a dicté ce que j'ai voulu raconter de sa vie. Alors, il ne faut pas oublier... Ça veut dire que vous êtes devenu complètement mystique ou Non, pas vraiment. Non, j'entendais pas des voix. Il ne m'a pas... je demande, parce que je trouve ça bizarre. Non, c'est vraiment... La musique m'a dicté, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 3 aspects dans la vie de Vivaldi. Il y a effectivement le prêtre qui enseigne à la Pietà, qui donne des cours de musique à ces jeunes filles qui sont des orphelines ou des enfants abandonnés. Ça, ce sont les concertos et les concertos de chambre. Puis c'est un impresario. Il écrit des opéras, il les monte et il les produit, en prenant parfois des fameuses gamelles financières. Et puis il y a la musique religieuse, qui est la partie la plus intime, parce que s'il y a bien une chose que Venise n'est pas à cette époque-là, c'est religieux. Et donc c'est vraiment la musique la plus intime, la plus profonde de Vivaldi, qu'on écoutait très peu, même à l'époque de sa gloire. Et vraiment, ces œuvres sont très différentes, et elles racontent toutes quelque chose je pense, de l'âme de Vivaldi, d'où le titre Almaviva, et de son goût pour la vie. Par exemple, il y a la musique qui existe et la musique qui n'existe pas, qui dit aussi beaucoup de choses. Vivaldi n'a pas composé de requiem. Il n'y a pas de musique funèbre chez Vivaldi. Il y a un concerto qu'on appelle funèbre, mais c'est un nom qui a été rajouté. Et donc, il n'y a pas de musique triste chez lui. Il n'y a pas d'enterrement, il n'y a pas de messe des morts, il n'y a pas de cantate funèbre. C'est un amoureux de la vie, et pas seulement parce qu'il s'appelle Vivaldi, et qui va jusqu'au bout se battre. Et ce qui m'a intéressé dans ce roman, c'est un homme de 60 ans qui a une œuvre colossale, mais dont on lui dit, écoute,
Antonio, c'est fini. Ah, tu vas juste donner des cours à la Pietà, tu vas t'occuper. Mais c'est tout. Ta musique, on ne l'écoute plus à l'opéra. Aujourd'hui, c'est les Napolitains. C'est fini, Vivaldi. C'est vieux. Et lui dit non, c'est pas vrai. Ma musique n'est pas vieille et je vais continuer. Moi, j'aurais voulu revenir, si vous voulez bien, Vincent, sur ses élèves. Oui. Bon, vous disiez, il a un rapport très intime avec Venise, il a un rapport dans le roman très intime avec ses élèves. C'est vérité ou c'est romance? Alors, on n'en sait rien. Vraiment, c'est un point sur lequel on n'a aucune preuve. Il a vécu un moment avec une cantatrice française qui s'appelait Anne Giraud, qui avait italianisé son nom, mais il a vécu avec elle, oui, je n'en parle, avec elle et la sœur d'Anna Giraud, et lui a toujours prétendu que c'était des rapports amicaux. D'ailleurs, c'était un des arguments que l'archevêque a voulu utiliser pour lui interdire de représenter son opéra. Et il a dit non, et cette lettre-là, nos rapports ont été purement amicaux. J'ai besoin d'aide à cause de ma santé défaillante. C'est un homme dont dit la santé est défaillante. Il a composé 700 concertos, 50 opéras. Donc moi, j'aimerais bien être aussi défaillant que lui. Mais donc, on n'a aucune preuve qu'il a eu des relations amoureuses avec ses élèves. Maintenant, qu'il en ait eu ou pas, visiblement, surtout que l'époque s'y prêtait, il a dû être amoureux. Il a dû aimer. Il n'a pas choisi la prêtrise par vocation, même si je suis convaincu qu'il avait un sentiment religieux très profond. Son père l'a mis au séminaire parce que c'était une famille pauvre, une famille de barbiers. Comme Antonio était très doué, le père était violoniste aussi. La seule manière de lui offrir une éducation, l'apprentissage du violon et la possibilité de pratiquer son art, c'était la prêtrise à l'époque. Oui, on sent bien effectivement que la religion n'est pas un sacerdoce, si je peux dire. Il est prêtre, mais c'est tout à fait secondaire pour lui. En tout cas, oui, par rapport à la musique, c'est tout à fait secondaire, ça c'est sûr. Oui. Il y a cette anecdote qui, elle, est une des rares anecdotes qu'on a, où il aurait abandonné l'office qu'il était en train de célébrer parce qu'une mélodie est venue en tête. Il s'est précipité dans la sacristie pour aller la noter. Et ce serait la dernière messe qu'il ait jamais officiée, parce qu'après il a dit non, écoutez, c'est vraiment pas pour moi ça. C'est pas mon truc. C'est pas mon truc. Une fois pour toutes, c'est pas mon truc. Comment est-ce qu'on fait? Alors justement, vous disiez, je reviens à ce que vous avez dit tout au début, qui est quand même toujours un peu mystérieux, pour dire ce livre m'a été dicté entre guillemets par sa musique. Comment est-ce qu'on fait pour se laisser entraîner par des notes enfin, je sais pas, vous, ça vous semble pas un mystère? Je ne sais pas vous répondre parce qu'effectivement, ça me semble tout à fait mystérieux. Vous parliez du mystère de Venise, moi je trouve que le mystère ici il est encore plus grand. Hein. Oui, eh bien, alors, la première chose que j'ai écrite, c'est le monologue théâtral, qui est très différent dans sa première version. Et il est différent maintenant, mais même les amourettes, entre guillemets, avec les élèves ne sont pas les mêmes. Non. En tout cas, pas l'une d'entre elles qui est très importante dans le livre, totalement absente du monologue. Oui. Mais même la version finale est très différente de la première. La première version que j'ai écrite pour le théâtre, j'avais fait une sélection musicale couvrant les trois domaines que j'ai évoqués tout à l'heure. Et je me suis vraiment fixé une consigne très oulipienne. En fonction de la durée à la seconde près du morceau, j'avais un nombre de caractères défini. Et je devais écrire chaque tableau en 6 paragraphes, commençant par les premières lettres du monogramme. À la c'était donné qui sont les mots d'une prière, les premiers mots d'une prière. Et pour écrire chacun des textes, j'écoutais le morceau choisi en boucle, aussi longtemps qu'il me fallait pour écrire le texte. Et c'est quelque chose que je fais très souvent, écrire comme ça en musique, et parfois avec le même morceau qui tourne en boucle. Alors ces textes-là étaient relativement courts, donc ça allait, mais j'ai déjà fait ça pour d'autres textes en écoutant un morceau de 6 minutes, par exemple la dernière fugue de l'art de la fugue de Bach, pendant 12 heures non-stop. Et ça crée un état... C'est une transe? Oui, je vais dire ça crée un état mystique. Ça, pas mystique, mais en tout cas... Je ne me suis jamais drogué, je fais l'aveu ici solennel, mais je pense que ça doit être même mieux que quand on se drogue, parce qu'on est vraiment transcendé, on vit quelque chose d'une forme d'ivresse, ça l'ivresse je connais, et on écrit, alors vraiment il y a une osmose entre l'ambiance dans laquelle on se trouve et le texte qui arrive. Ce qui m'étonne, c'est que vous n'ayez pas choisi un personnage complètement fictionnel, c'est-à-dire que vous aviez la possibilité de récupérer quelques-uns des éléments de la vie de Vivaldi, il y en a si peu qu'on connaît, Venise, un compositeur sur le déclin, etc., et vous donner vraiment alors toute liberté. Pourquoi la contrainte? Ça amène quoi? La contrainte de dire ça doit quand même ressembler à Vivaldi? D'abord parce que je l'adore en tant
en tant que compositeur, et ce que je devine de l'homme aussi, le nom Vivaldi n'apparaît nulle part dans le roman. Antonio. Voilà, c'est Don Antonio tout le temps. Et alors, ce que vous mentionnez, cette histoire-là, je l'ai déjà écrite. Un jour, ce sera l'aube ou Requiem vénitien. J'ai créé un compositeur un petit peu plus tardif, le siècle suivant, à Venise aussi. J'ai un rapport assez obsessionnel avec Venise. Avec l'Italie de manière générale. Avec l'Italie, oui. mais avec Venise en particulier. Je pense que c'est un des rares lieux où j'aurais envie d'aller vivre, d'ailleurs. Et donc, à un moment, je me suis dit, il faut que... Vivaldi, je vais le prendre à bras-le-corps et je vais... je ne suis pas le premier à l'avoir fait, mais... C'est un peu parce que vous aviez un compte à régler avec lui, si j'ose dire, mais un compte positif. Hein, oui. Il fallait à un moment vous... Peut-être un compte à solder, alors. Voilà. C'était vraiment ça? Oui, c'est aussi une manière pour moi de remercier. De tout ce... La première fois... Une des grandes émotions de ma vie, c'est la première fois que j'ai entendu dans le Nisi Dominus le Cum Dederit chanté par James Bowman et l'Academy of Ancient Music et Christopher Hogut à la baguette. La première fois que j'ai entendu ce morceau, j'ai été complètement pétrifié. J'ai eu, rien qu'en le disant, je ressens ça, un frisson qui m'a parcouru le corps entier. C'est absolument sublime. Et c'est pour ça que j'ai un attachement tout particulier pour la musique religieuse de Vivaldi, qui est vraiment prodigieuse, émouvante et juste. Je ne suis pas croyant, mais je pense que c'est de telles musiques qui inventent Dieu. Ouais. C'est en tout cas certainement plus fort pour entrer dans Vivaldi que de l'écouter sur un répondeur téléphonique. En version 4 saisons. Bon, on la connaît tous, hein. C'est terrible parce que cette musique a été complètement dévoyée. Hein. Oui, voilà. C'est la rançon du succès. La rançon de la gloire. Qui sait, peut-être que ça arrivera à vos livres un jour, on les aura, je ne sais pas moi, en 4 images, animées en plus. Écoutez, si c'est Spielberg qui le fait, je suis d'accord. Allez, c'est bon alors. Dernière chose que je voulais vous demander, c'est amusant d'avoir créé tout un opéra comme ça avec ce librettiste imaginaire. Oui. Vous vouliez là aussi justement vous donner une espèce de carte blanche? Oui, et en même temps, c'est un clin d'œil à un ami écrivain qui s'appelle Isaiah Yanacone, qui, dans un de ses romans qui raconte les tribulations des jésuites en Chine, raconte une histoire qui est très proche de celle-là. Vous avez fait comme moi, Marc? Vous avez essayé de deviner quel opéra c'était? Non, pas du tout. Moi, j'ai cherché. Hein. Je me suis dit, mais de quel opéra on parle? J'ai bien fait. Vous avez bien fait, mais vous avez gagné un peu de temps par rapport à moi. Effectivement, je vais vous le dire. Bon, Alma Viva, c'est donc le titre de ce roman. Vincent Engel, c'est paru chez Kerr. Je pense que vous avez encore des choses à vous dire tous les deux, notamment. Peut-être. Oui. Notamment, vous avez certainement envie de reparler un peu de un retour sur le retour. Hein. Un retour sur le retour. Un retour sur le retour. Qui est, je pense, le roman par lequel beaucoup de gens vous ont découvert, Vincent. Ouais. Ça reste quand même quelque chose qui a compté dans votre parcours d'écrivain, je crois. Absolument. Non, la plaisanterie, c'est toi. Ici, c'est Michel Dufresne. Non, aucune chance. Non, je ne vais pas m'incliner. D'ailleurs, je vais faire le numérique. Allez, casse-toi. Hop. Ah, Ultron. Alors, vous avez peut-être vu en librairie une bande dessinée publiée chez Delcourt qui s'intitule Été, qui raconte l'histoire d'un couple qui se sépare le temps d'un été. Bien, à la base, c'est un projet numérique. Alors, un projet numérique, non pas sur un blog, non pas sur YouTube, mais sur Instagram. Et oui, Instagram, le programme de photos. Alors, comment ont-ils fait? C'est un développement Arte. Eh bien, voici un épisode, par exemple, nous deux. Voilà, petite musique d'ambiance. Et vous avez les cases. 9 cases qu'on lit en strip, qui peuvent se lire, voilà, comme une BD normale. Et tous les jours, pendant l'été, ces 9 cases étaient publiées. Chaque jour, un épisode. Au final, vous avez donc soit un album papier, si vous êtes un lecteur papier, soit tout l'album est disponible, bien sûr, sur Instagram. Si vous êtes un lecteur numérique, voilà, vous pouvez lire les deux, comparer les deux. Et voilà. C'est une initiative, c'est intéressant parce qu'on voit que la BD est en train d'un petit peu changer ses codes pour s'adapter au numérique. Bonne lecture! Eh bien Vincent, j'aurais voulu profiter de cet aparté pour revenir sur un livre par lequel je t'ai découvert, qui est Retour à Monte Chiaro, qui m'a vraiment beaucoup impressionné, qui m'a même ému. Et j'aurais voulu te poser une question spécialement sur la genèse de l'histoire. On a une histoire en 3 tableaux, à 3 époques différentes, avec des personnages qui sont issus d'une même famille pour la plupart, mais aussi parfois très différents. Et j'aurais voulu un petit peu savoir comment
Comment t'était venue l'idée de ce roman en 3 tableaux? D'où était venue l'inspiration pour l'histoire de Retour à Monte Carlo? Eh bien, la réponse sera peut-être surprenante, mais ce roman qui fait à peu près 800 pages est né entièrement d'un morceau à la guitare de Sting, un morceau qui fait 2 minutes 30 maximum. Il n'y a même pas de paroles, donc c'est vraiment un morceau instrumental, un duo de guitare, très beau, très joyeux. Il y a 2 thèmes dans le morceau, un premier thème joyeux, puis il y a un thème un peu plus sombre, puis on revient au thème joyeux. J'ai toujours adoré les structures. Moi, je commence jamais à écrire un roman tant que je n'ai pas sa structure, son plan. Je pense qu'on ne construit pas une maison sans avoir un plan. Et donc un roman, c'est une maison. Et donc, j'ai entendu dans ce morceau-là une structure. Je me suis dit, il y a un roman là-dedans. Il y a une situation initiale où les choses vont bien, puis il y a une épreuve, et puis on revient à une situation qui est presque la situation initiale, mais il y a quand même eu des changements. Donc, ce n'était pas plus que ça au début. Et puis, j'ai développé. Alors, parallèlement à ça, à cette époque-là, j'ai créé un cours qui est toujours mon cours préféré, qui est un cours que je donne à l'IEX, qui est l'histoire de la révolte et des révolutions. C'est un cours d'histoire des idées où je commence à la Révolution française et je finis aujourd'hui à travers toutes les idéologies de la Révolution. Et l'Italie, de ce point de vue-là, est magnifique parce qu'elle est passée à travers les grandes révolutions. Il y a eu la Révolution nationale au 19e, la Révolution fasciste dans l'entre-deux-guerres, et puis les révolutions, que ce soit les Brigades Rouges ou dans les années 80. Donc je me suis dit, dans les années 70, je vais reprendre ces 3 périodes-là, donc les 3 parties du roman s'articulent autour de ces 3 périodes-là. L'unification italienne pour la première partie, la période fasciste pour la deuxième partie, et la troisième partie en 1978, on commence avec l'enlèvement d'Aldo Moro. Donc, somme toute, le morceau de Sting, c'est le grain de sable, et le roman, c'est la perle autour. On peut le dire comme ça. Mais c'est un beau grain de sable. Alors c'est passionnant, mais j'ai l'impression que vous êtes en train de nous refaire un nouveau livret à domicile sur un livre d'il y a 17 ans. On va devoir malheureusement se quitter, Vincent. C'est dommage. Parce qu'on a encore quelques petites choses à faire dans l'émission. Mais venez dans la cuisine, je sais que Marc a encore une petite chose à vous montrer. Si vous venez, j'ai une petite surprise pour vous. Et je crois que c'est plus que vous le montrez d'ailleurs. Alors, je ne sais pas où est votre surprise, Marc, mais je me demandais si c'était Myriam. Non, ce n'est pas C'est Myriam. pas Myriam. Ah, non. Pas du tout. C'est Cruelle déception, ceci. vous, hein. Parce que Almaviva n'est pas seulement le nom de votre dernier roman, mais aussi le nom d'un très grand cru chilien. Et comme je sais que vous aimez beaucoup le vin, j'ai malheureusement plus de bouteille, mais je vous remets quand même le couvercle de la caisse. Merci beaucoup, mais je ne le savais absolument pas. Ah bon, je vais chercher les bouteilles maintenant. Très bon vin. On les boira ensemble. Vous allez en tout cas pouvoir l'encadrer dans votre bureau à côté de votre lit, Vincent. Ah oui, ça va. Puis c'est pratique pour rentrer sous le bras. Merci beaucoup. De rien. Baron Philippe de Rothschild en plus. C'est un partenariat avec Philippe de Rothschild et un viticulteur chilien. Les Rothschild qui ont imposé aussi, qui ont importé les pieds de vigne pour le Bolgheri en Italie. C'est eux qui ont. Effectivement. Les voilà repartis. je vais vous emmener. Parce que sinon, vous êtes encore là pour le reste de l'après-midi. Je vais vous laisser entre les mains de Myriam, Marc. Merci. Au revoir. Venez, Vincent.